C'est lorsqu'elle peint qu'apparaissent une multitude de créatures et personnages en tout genre. Monstres, spectres, historiques et mythologiques, divins, parfois imaginaires, ils arborent tantôt des visages paisibles et tantôt des visages exorbités et pénétrants. Tous sont constitués de méridiens où afflue l'énergie vitale. C'est comme si cette énergie faisait émerger les corps du papier. Guo Fengyi est inspirée par Bouddha. Elle dit en parlant de l'inspiration que le message vient du ciel. C'est une façon pour elle d'accéder à la révélation. En d'autres termes, elle peint pour atteindre le savoir. Pour atteindre le savoir, mais aussi pour guérir, puisque sa pratique a bien sûr une action curative sur son mal. Elle lui procure un sentiment de régénération. 就这样就开始画了，画的那些画里头呢，都是治病的，都在，都是治病的。他用画给我表示出来，不像啥的，这人不认识，有人说那是个妖怪，他们就排斥，他就排斥我。他们觉得 Son travail, qui s'oriente vers la révélation mystique et la guérison, est dépourvu de recherches préparatoires, de visée artistique ou de désir de reconnaissance. Il s'agit, comme on l'a dit précédemment, de longs rouleaux de papier de riz sur lesquels elle est venue dessiner au crayon de couleur, puis à l'encre. Les œuvres sont colorées, mais le fond est souvent, voire presque toujours vide. Elles sont symétriques, elles donnent l'impression d'être des totems ou des statues. Elles sont frontales comme des représentations de divinités. Cette impression de puissance est exacerbée par le fait que ces œuvres font souvent plusieurs mètres de haut. De manière générale, le spectateur est dominé par cette présence mystique imposante. Le traitement au pinceau est ordonné. De même intensité pour chaque trait, le mouvement est courbe. Les lignes sont harmonieuses, concentriques, bref, apaisantes. Cette touche rappelle l'énergie vitale ou des champs magnétiques. Bien que les corps soient humanoïdes, on a quand même l'impression d'avoir affaire à quelque chose qui est plus qu'humain. Les visages représentés sont étranges, parfois monstrueux, mais tout aussi bizarres qu'ils puissent paraître, ils ne sont jamais torturés ou en souffrance. Ils flottent dans leur espace allongé, sans avoir l'air de vouloir en sortir. Ils sont à leur place, et ils sont sereins. Ils nous observent comme des génies bienveillants. Le fait que le fond soit vide justifie leur existence par leur seule présence, sans besoin de support auquel se raccrocher ou de contexte. En deux mots, ils se suffisent à eux-mêmes. Ces êtres sont tous différents. C'est un fait que l'on peut mettre en lien avec les cultures polythéistes, dans lesquelles chaque divinité a ses attributs propres. Ce qui fait la particularité de ces entités, et ce qui les rend atypiques en même temps, c'est qu'elles ne sont formées que d'un seul corps. Mais ce corps lui-même est constitué de petits personnages et de petits êtres bien distincts aux visages différents. Johanna Schweitzer est une artiste néerlandaise née en 1946. Elle est parfois décrite comme la Louise Bourgeois hollandaise, sans doute en référence à son univers surréaliste et sexualisé. Ses sculptures faites au crochet sont inspirées entre autres par la mythologie, les rites anciens et les contes. Elle aborde des thèmes variés comme la sexualité, la sensualité, le pouvoir, la dominance ou encore la vie et la mort. Nous allons nous intéresser à une œuvre qui date de 2011 intitulée Twins. Nous pouvons y voir deux corps reliés par le milieu comme des siamois. On ne peut les distinguer que par la différence de couleur. L'un rose pâle et l'autre rouge. Les deux corps sont entremêlés. Ils sont connectés par le milieu où on voit un sein et une jambe dont la couleur est le mélange des deux corps. Il est impossible de dire si ce sont des femmes ou des hommes. On voit des attributs des deux sexes. Schweitzer aborde ici la question du genre et de l'identité. Les deux corps ne font qu'un. En plus d'une jambe partagée, on peut voir des veines les traverser et relier leur chair. Bien que l'on puisse distinguer deux corps, ces jumeaux sont indéfinis et identiques jusque dans leur sang.
Nous voici devant un autoportrait au singe de Frida Kahlo, datant de 1945. La connexion qui peut être observée ici est particulière parce que symbolique. Le lien physique représenté est une expression d'un lien affectif entre Frida et ses animaux de compagnie. Le ruban doré qui commence et se termine hors du cadre passe autour du cou des sujets représentés et rend visible un type de connexion qui ne nous est pas accessible d'ordinaire, celui des liens émotionnels. Il s'agit d'une sculpture composée de 2 tissus rembourrés et cousus ensemble représentant 2 corps décapités. Cette sculpture suggère un homme et une femme en train de s'enlacer. Un couple donc. Par là, Bourgeois montre la proximité, la dépendance et l'attachement émotionnel qui se créent dans une relation, ainsi que la nature complexe de celle-ci et l'acte physique de faire l'amour. Les corps sont connectés par leur couture, mais aussi par leur lien affectif. Trisha Brown est une danseuse et chorégraphe américaine, et c'est aussi une pionnière de la danse postmoderne. En 1970, elle crée une série de pièces appelées les Early Works. Ces pièces sont conçues pour être présentées en extérieur dans des lieux publics. L'une d'elles est intitulée Leaning Duets. Elle nous présente des couples de danseurs joints par les mains. Ils sont inclinés à l'opposé l'un de l'autre, en équilibre sur leurs pieds qui se touchent. Nous pouvons les voir marcher, tenter de garder l'équilibre, tout ça sans se lâcher. Un lien de confiance s'installe entre les 2 danseurs, qui se battent contre la gravité pour ne pas tomber. Si l'un lâche, ils tombent tous les 2. Ils doivent se concentrer et être à l'écoute l'un de l'autre, pour garder leur corps en connexion et permettre à l'œuvre de fonctionner. Il s'agit d'une photo de reportage de Bruno Requillart, où l'on voit un enfant traîné par ses parents. Il s'agit d'une situation assez banale, qu'on a tous déjà vue et vécue. Ici, la connexion des corps est intéressante parce qu'elle n'est pas volontaire, elle est encore moins consentie. L'enfant veut uniquement se défaire de ses parents pour aller jouer ou bouder dans son coin. Il n'y a plus de volonté de communication, le dialogue est terminé, le petit subit, par la force, la décision des grands. Léonce Pilliart est un peintre belge né en 1881 et mort en 1947. Il s'inscrit dans le mouvement symboliste. L'œuvre que nous vous présentons ici est assez floue. On ne sait qu'en dire tant ce qui est représenté nous est étrange. On ne sait pas bien s'il s'agit d'une seule personne et de son reflet, ou de 2 personnes dos à dos, tant les 2 entités se ressemblent. Comme chez Guo Fenghi, les différents corps sont connectés de façon tellement surnaturelle qu'on a de nouveau cette impression de faire face à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus qu'humain, un genre d'esprit. Avec les One Minute Sculpture, le but d'Erwin Wurm est d'aller plus loin que les restrictions imposées par la sculpture. Et pour ce faire, il utilise des objets de tous les jours, il les décontextualise et crée des situations drôles permettant au spectateur de devenir spontanément une œuvre d'art dont la durée est d'1 minute. Dans Organization of Love, l'œuvre ne tient que dans la coordination et la concentration de 2 personnes reliées par 4 objets. Ainsi, comme chez Lygia Clark, il ne peut pas y avoir d'œuvre sans participation du public. Celui-ci ressent l'œuvre à sa façon, c'est-à-dire la plupart du temps par le rire. Franz Erhard Walter est un artiste allemand né en 1939. Ses travaux vont de la sculpture minimaliste à la peinture abstraite, en passant par la performance. De 1963 à 1969, il crée un ensemble d'œuvres qu'il nomme « Série d'œuvres numéro 1 ». Ce sont en tout 58 formes simples, comme des cercles, des lignes, des carrés, faites de tissu. Franz Walter les appelle les pièces d'action. Elles doivent être manipulées par une ou plusieurs personnes pour qu'elles se manifestent en tant qu'œuvre. Les participants font eux-mêmes partie de l'œuvre, par l'action et par leur vécu de l'expérience plastique. En effet, c'est l'individu intervenant qui s'approprie et réinvente l'usage des formes mises à sa disposition. Pour Walter, ce n'est plus la perception visuelle qui prime. C'est à travers le lien entre le corps et l'objet que l'art prend son sens.